Chers amis auditeurs, bonsoir, bienvenue pour cette 52e édition de Fréquence Orage d'Acier. Monsieur K à la barre, avec deux invités d'exception, pour parler d'un sujet exceptionnel lui aussi. Nous allons parler de la révolution conservatrice, avec Thierry, qui est étudiant et qui est masterant, qui se spécialise sur ce sujet, et avec notre barde lyonnais, Georges Fertin-Tracol. Y a-t-il quelqu'un de plus qualifié pour aller de la KR en France ? En France, non. En Belgique, peut-être, il y aurait match nul avec notre ami Stucker. Georges, bonsoir. Bonsoir aux auditeurs d'Orage d'Acier. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Alors, en effet, on a décidé, une fois de plus, de parler de ce sujet important qui est la révolution conservatrice. Parce que, vous le savez, vous êtes sur Orage d'Acier, c'est une émission qui s'est délibérément mise sous le patronage, sous les mannes de Ernst Junger. Mais évidemment, plus largement, nous référons à ce mouvement intellectuel, cette galaxie intellectuelle, littéraire et politique qui a été la révolution conservatrice allemande. Nous nous référons aussi à son équivalent français, qu'auront été les non-conformistes des années 30, nous en dirons peut-être un mot tout à l'heure, voir quelles sont les différences, mais surtout les convergences de ces deux grandes galaxies. Et surtout, en fin d'émission, je voudrais donc rester à l'écoute. Nous aborderons aussi les aspects contemporains de cette révolution conservatrice. Alors, ses usages, ses mésusages aussi, on dira peut-être un mot de ceux qui emploient cette expression, on l'a beaucoup employé récemment pour parler de François Fillon. Un peu avant, la gauche Finkielkraut, la gauche Valls, pour rappeler la couverture du Point d'il y a quelques mois, a essayé aussi de ressusciter cette expression pour se l'approprier. Nous en dirons peut-être un mot tout à l'heure, un mot de critique, cela va de soi. Peut-être peut-on commencer, Georges, par faire un point de situation. Est-ce qu'on peut donner une définition de la KR et quelles sont les circonstances qui la font naître? Alors, donner une définition de la KR, ou Révolution conservatrice en allemand, concerne en particulier le monde germanique, l'Allemagne et un petit peu moins l'Autriche. D'un point de vue de définition, qu'est-ce que la Révolution conservatrice? Là, c'est le problème, puisque la Révolution conservatrice est une immense constellation de personnalités, de revues, de groupes, de cercles d'études. Bref, c'est extrêmement polymorphe, extrêmement divers. On ne peut pas dire qu'est-ce que la révolution conservatrice. Il y a des points communs, mais il y a aussi de nombreuses divergences. Ce qu'on appelle la révolution conservatrice, je m'appuie sur un livre qui a été traduit en français au début des années 1990, le livre d'Armin Möller, La révolution conservatrice en Allemagne, 1918-1932, chez Pardes. Armin Möller, qui fut pendant longtemps le secrétaire particulier de Ernst Junger, s'était intéressé à cette vaste constellation. La révolution conservatrice ne commence pas en 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale. Il y a déjà des groupes qui apparaissent à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, en Allemagne, en Autriche. Mais bien entendu, la Première Guerre mondiale, la défaite de l'Allemagne à partir du 11 novembre 1918, les événements politiques intérieurs allemands à compter du 9 novembre 1918, la chute de l'Empire, la proclamation de la République, les tentatives révolutionnaires communistes, vont provoquer un immense tourbillon politique, militaire, intellectuel, d'où va sortir ce que Armin Möller désignera bien plus tard la révolution conservatrice. Ceux qui ont participé à la révolution conservatrice, à l'époque, ne se disaient pas « nous sommes des révolutionnaires conservateurs ». Absolument pas. C'est bien plus tard, en regroupant les points de vue et les idées, qu'on va trouver des convergences, des points communs, des liens, des relations. Mais définir qu'est-ce que la révolution conservatrice en une phrase, c'est quasiment impossible. Peut-être on peut dire à nos auditeurs que pour comprendre un peu les conditions historiques de naissance de cette galaxie, ils peuvent se référer au livre de Dominique Vénère, les corps francs, qui s'est aussi appelé Balticum, où finalement cette guerre civile allemande qui dura presque 10 ans, la situation révolutionnaire ou pré-révolutionnaire dans beaucoup de Länder allemands, et en particulier on pense là au voisinage aussi avec la Hongrie, qui va connaître une expérience révolutionnaire bolchevique. Tous ces événements, évidemment, ont une grande importance. Et puis, il y a aussi la contestation des frontières par la Pologne, de cette Allemagne de Weimar, cette Allemagne fragilisée, affaiblie. Et puis, l'aventure, justement, de ce qu'on va appeler le Balticum, donc cette tentative
peut-être d'évitement en fait de toute cette caste militaire, de tous ces officiers et sous-officiers qui vont tenter l'aventure dans les pays baltes pour essayer de revivre d'une certaine façon l'aventure des chevaliers teutoniques qui se taillaient des duchés dans cette région, en Courlande, en Poméranie, etc. Voilà, peut-être lisez ça pour resituer un peu les choses. Je n'ai pas dit à nos auditeurs, nous avons dans le studio Renaud, qui est un de nos auditeurs qui a fait un don très généreux sur le Tipeee, et raison pour laquelle il est là. Donc si jamais Renaud l'envie vous en vient, évidemment, n'hésitez pas à faire tout à l'heure des remarques. Thierry, qu'est-ce qui vous, un jeune homme du 21e siècle, vous n'êtes pas très vieux, qu'est-ce qui vous a attiré à lire cette révolution conservatrice? Eh bien, ce n'est pas très original, mais c'est un petit peu comme pour Dextra, c'est la figure de Ernst Jünger qui m'a amené à la révolution conservatrice. J'étais, un jeune lycéen quand j'ai découvert Les Orages d'Acier, et en faisant évidemment des recherches biographiques sur Ernst Jünger, j'en suis venu évidemment à découvrir le volet politique de l'œuvre de Jünger. Et évidemment, lorsque on regarde une bio de Jünger, on a toujours son lien avec la révolution conservatrice qui est évoqué. Et c'est quand même un syntagme qui interpelle révolution conservatrice. Dans le cadre français, ça peut paraître pratiquement un oxymore. Donc c'est vraiment par curiosité que je me suis penché sur ce phénomène, cette galaxie, cette constellation, comme le disait monsieur Feltin-Tracol, d'auteurs et de revues qui ont publié donc effectivement dans l'Allemagne de Weimar. Si vous deviez tenter une définition? La définition, oui, évidemment, c'est très difficile de définir ça de manière brève. Je dirais que c'est une tentative de modernisation du conservatisme, moderniser le conservatisme pratiquement au sens où Dominique Vénère entendait la tradition, c'est-à-dire le passé, c'est ce qui ne passe pas. Non, la tradition, ce n'est pas le passé, c'est ce qui ne passe pas. Les auteurs de la révolution conservatrice ont, d'après ce que j'en ai compris, à cœur de conserver tout ce qui fait le ciment de la nation allemande, tout en appliquant le mot de Nietzsche, ce qui doit tomber ne le retient pas, pousse-le avec un grand coup de pied. Voilà, donc en éliminant toutes les scories réactionnaires que pouvaient constituer à l'époque les velléités restaurationnistes, monarchistes d'un Hindenburg, par exemple. Oui, là, je pense à deux mots d'auteurs français, pour le coup. Il y a Camus qui nous dit qu'il ne s'agit pas de changer le monde, mais de le sauver. Et Bernanos qui nous dit que lorsque une société, enfin une civilisation a des banques pour temple, il n'y a plus proprement rien à conserver. Et c'est en ce sens qu'on peut dire que ces jeunes gens aussi étaient révolutionnaires dans le sens où il s'agissait de renverser, de faire tomber ce qui était mort, de briser les branches mortes, finalement, afin que le printemps renaisse, et en même temps conservateurs parce qu'il s'agissait de conserver les principes, ces principes qui ne passent pas, qui sont toujours verts, qui sont toujours vivants. Alors Georges, est-ce qu'on peut tenter maintenant, à moins que vous ayez un commentaire là-dessus? Conserver principalement l'essence, ce qui fait l'essence du monde, de l'esprit pour les théoriciens allemands. Et de la Deutschtum, donc c'est-à-dire de la germanité qui se retrouve sous la plume de tous les auteurs des différents courants de la RC, que ce soit chez Jünger, chez évidemment Müller van den Broek ou encore chez les Völkisch. Alors on va peut-être tenter une cartographie rapide des grands courants de cette révolution conservatrice. Georges? Alors, là encore, c'est Armin Möller qui déblaye le terrain d'une manière assez précise. Comme bien entendu, toute classification est toujours extrêmement aléatoire, mais en regroupant les textes, les articles, les revues, les personnalités, on peut déterminer 5 grands groupes. 2 groupes apparaissent bien avant 1918. 2 groupes apparaissent à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Le premier, le plus ancien, c'est ce qu'on appelle les Völkisch, les Völkischen, les fascistes, terme que je désigne en français par les ethnopopulistes,
c'est-à-dire les héritiers les plus directs du romantisme allemand, ceux qui se réfèrent au Moyen-Âge, à la paysannerie, aux traditions, au folklore dans son acception la plus noble, ceux qui essayent de retrouver tout ce qui est les vestiges d'un monde passé qui est en train d'être mangé par la modernisation du monde, car n'oublions pas qu'à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, l'Allemagne est en train de prendre la tête de la deuxième révolution industrielle. Donc les usines se couvrent en Allemagne et il y a une réaction folciste. Cette réaction folciste a souvent une analyse spirituelle de la chose. Alors il y a des folkish qui sont catholiques, il y a des folkish protestants, il y a aussi des folkish païens, il y a même des folkish pagano-chrétiens, ceux qui estiment que le Christ est un arien blond aux yeux bleus. Bon, ça c'est un cas particulier. Par exemple, Paul de la Garde. Deuxième groupe, ce sont les Bundish, les ligueurs, les mouvements de jeunesse représentés par le Wandervögel, c'est-à-dire les oies sauvages. Walter Flex, l'auteur des oies sauvages qui va mourir en 1915 dans les tranchées, en faisait partie. Il s'agit là encore d'une réaction contre le monde moderne. Ce sont des jeunes gens, jeunes filles, jeunes garçons, parfois mixtes, parfois uniquement entre garçons, parfois uniquement entre filles, qui décident de partir à la découverte de cet État neuf qu'est l'Allemagne. Car n'oublions pas qu'à la différence de la France, qui est une vieille nation depuis Clovis et depuis Philippe le Bel, la nation allemande n'existe que depuis 1871, par Bismarck. Et donc, ça fait qu'une trentaine d'années qu'existe un sentiment national allemand concret, tangible, avec une citoyenneté allemande. Donc ces jeunes gens, jeunes filles, jeunes garçons, partent à la découverte du monde allemand, d'un monde qu'ils n'ont pas connu, celui de leurs grands-parents, et ils découvrent la nature. Le mouvement Bundish a des points communs avec les Völkisch. Par exemple, il y a des groupes qui pratiquent le naturisme, d'autres groupes qui pratiquent une forme de gymnastique ascétique. Donc c'est extrêmement divers. Ce qu'on appelle les gymnosophes. Exactement. Souvent, les Bundish, comme les Völkisch, peuvent avoir des liens avec les groupes ésotériques, occultistes, comme les Arianosophes, par exemple. Donc c'est extrêmement diffus, et ça dépend des personnalités, des chefs de groupe. Tout dépend du chef de groupe. Il y a parfois, bien sûr, des scissions, des ruptures. Ça, ces deux groupes élaborent peu de théories. Il y en a chez les Völkisch, chez les Bundish, c'est un petit peu moins. Mais c'est un esprit, on se met en acte par la marche. Et ce phénomène de jeunesse, on le retrouve chez les scouts, à l'époque. On le retrouve aussi chez les militants nationalistes basques dans les Pyrénées, du côté espagnol. Le troisième groupe, qui est à la fois, qui existe un petit peu avant la Première Guerre mondiale et qui va se développer après 1918, c'est ce qu'on appelle les jeunes conservateurs. Ce sont ceux qui ont une grande admiration pour le Saint-Empire romain germanique. Ce sont par exemple la grande figure d'Arthur Müller-Vandenbrouck. Ce sont ceux qui sont aussi hostiles au libéralisme, violemment hostiles à la démocratie bourgeoise. Ils défendent au contraire une démocratie organique. Et puis, bien entendu, chose surprenante pour ces jeunes conservateurs, ils sont très proches de l'Union soviétique. Ils sont partisans de l'alliance des nations prolétaires, l'Allemagne, l'Union soviétique, l'Italie, contre les nations nantis, à savoir la Grande-Bretagne, la République française et les États-Unis d'Amérique. Alors, avant de continuer ce panorama des groupes, peut-être Thierry, un mot sur les Völkisch, les Bundish et les Young Conservatives. Oui, si on doit évoquer, par exemple, quelques figures intéressantes du mouvement jeune conservateur, Monsieur Feltin-Tracol a parlé de Müller-Vandenbrouck. Bon, ça, il faudra qu'on y revienne plus longuement tout à l'heure. Je crois qu'il y a aussi un personnage qui mérite d'être cité, c'est Edgar Julius Jung. Edgar Julius Jung, qui finalement faisait de l'entrisme auprès de du personnel politique établi à l'époque, puisqu'il a été, je crois, la plume de Franz von Papen, et Jung, donc, qui effectivement défendait... Alors lui, il n'était pas hostile à certaines formes de libéralisme économique. Par contre, il était radicalement opposé au libéralisme philosophique et politique. D'ailleurs, lui, il finira assez mal. Il s'est fait buter lors de la nuit des longs couteaux. Alors, on va reprendre notre parcours. On en a vu 3, les 3 plus gros numériquement.
Oui. Alors, je rebondis sur ce que vient de dire Thierry. Il y a aussi à cette époque un autre courant qui est en dehors de la révolution conservatrice. Il y a quand même quelques petits liens. Jung est très attiré par le libéralisme économique. Et il y a l'école de Fribourg qui va créer l'ordolibéralisme avec Röpke. Röpke, qui n'est pas de la révolution conservatrice, qui est un ordolibéral, suivait quand même avec attention les travaux des révolutionnaires conservateurs, en particulier les jeunes conservateurs. Et d'ailleurs, à la fin de sa vie, Röpke finira très conservateur. Oui, ça, comme la plupart d'Otang, il faut aussi se rappeler que Hayek et l'école de Vienne, l'école néolibérale de Vienne, suivait aussi avec intérêt les travaux de la révolution conservatrice, puisque Hayek peut être considéré comme parmi, entre guillemets bien entendu, les plus conservateurs des libéraux, même si conservatisme et libéralisme, mon cher Monsieur K, vous le savez très bien, c'est un peu le pâté d'alouette. Et c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin. C'est un peu le projet d'Orage d'Acier de dénoncer d'ailleurs ce mensonge fondamental du libéralisme conservateur ou du conservatisme libéral, comme on voudra. C'est intéressant pour les plus jeunes peut-être de savoir qui est Hayek. On va pas s'étendre ce soir, mais juste je vous renvoie à ce qu'on a appelé les Chicago Boys, ceux qui ont fait la révolution du dollar sous les années Pinochet par exemple au Chili, en pleine opération Condor. Donc voilà, Hayek, si vous voulez, c'est un peu le volet économique des escadrons de la mort au Brésil, en Argentine et ailleurs. Donc en plus, j'en parle d'autant plus librement que certains de nos camarades entre guillemets ont été embarqués dans ce genre d'opération et que donc nous avons le devoir de rectifier au moins pour le passé tous ces errements. Mais reprenons notre investigation. Nous avons vu ces trois grands groupes, ce groupe, on va dire un peu satellite, des ordolibéraux, très intéressante lecture quand même pour ceux d'entre vous qui sont en économie, en école de commerce ou qui projettent de faire une carrière politique. Lisez les ordolibéraux, tenez-les à bout de gaffe, mais enfin lisez-les tout de même, c'est probablement ce qu'il y a de plus intéressant chez les libéraux. Alors, quels sont nos deux derniers invités, Georges ? Alors, les deux derniers groupes, le premier de ces derniers groupes, c'est ce qu'on appelle les nationaux révolutionnaires, autour de la figure d'Ernst Jünger, ou plutôt des frères Jünger, car Ernst Jünger, avec son petit frère, Friedrich Georg, sont des nationaux révolutionnaires. Alors eux, ce sont vraiment, c'est le courant qui est vraiment issu de la défaite de 1918. Les nationaux révolutionnaires sont les traducteurs du nationalisme soldatique, c'est-à-dire de ce sentiment forgé dans les tranchées, dans les batailles contre les Français, à Verdun, sur la Marne, à Ypres, où vous aviez toutes les classes sociales qui étaient mélangées et qui subissent la brutalisation du conflit. Dans le cadre de ces nationaux révolutionnaires, c'est-à-dire l'idée d'une alliance du peuple et de la nation dans le cadre de la révolution, il y a un groupe un peu particulier qui sont les nationaux bolcheviques, avec deux grandes figures extrêmement intéressantes, Ernst Nikisch, qui va être un chantre de la révolution nationale bolchevique, qui d'ailleurs mourra après-guerre en RDA, aveugle, où il sera un défenseur de la République démocratique allemande. Pour lui, ça sera l'idéal de l'Allemagne, une Prusse bolchevique, c'est pour lui l'idéal. Et puis, il y a aussi Otto Pettel, d'origine juive, qui a vécu en exil à New York, où, depuis son bureau de New York, écrivait des manifestes anti-impérialistes et soutenait le Viet Cong contre les troupes états-uniennes dans les années 1960. La révolution conservatrice mène à tout. Je me permettrais juste d'ajouter peut-être à ce panthéon national bolchevique la figure assez rocambolesque de Arro Schulze-Boysen, qui était donc dans ce qu'on a appelé l'Orchestre Rouge, mouvement de résistance à Hitler, au sein de l'armée. C'était quoi? C'était l'Abwehr? Alors, c'était les services de renseignement. Ouais. L'Orchestre Rouge renseignait l'Union soviétique. Alors pour le lire sur l'Orchestre Rouge, il y a un livre en langue française qui est très très disponible. On le trouve souvent dans les brocantes. C'est l'Orchestre Rouge de Gilles Perrault. Lisez ça, c'est absolument passionnant. C'est le pendant philo-soviétique de l'Abwehr, on va dire, plutôt tourné vers l'Ouest, qui elle appelait à la cessation des hostilités avec les Anglo-Américains pour faire une grande guerre à l'Est contre les Soviétiques, tandis que l'Orchestre Rouge, lui, justement, avait visiblement des entrées jusque dans les
les plus hauts cercles de l'armée, puisque probablement certains membres des révolutionnaires conservateurs nationaux-bolcheviques ont gardé des liens jusqu'à une date avancée de la guerre et continué de renseigner. On sait même qu'une partie d'ailleurs de la Waffen-SS va basculer avec armes et bagages du côté des soviétiques, avec eux pour projet de faire la paix avec les soviétiques et de faire un grand empire totalitaire jusqu'à Gibraltar. Voilà, bon, c'est presque de la science-fiction. Alors on va parler de notre dernier groupe. Alors le dernier groupe est beaucoup plus situationnel. Il s'agit de ce qu'on appelle le mouvement paysan de Klaus Heim. Ce mouvement paysan, c'est en fait une véritable jacquerie qui éclate au début des années 1930 en Allemagne. Alors je rappelle la situation. Au début des années 30, l'Allemagne entre en crise économique du fait du krach de Wall Street de 1929. Dans le nord de l'Allemagne, dans une région frontalière du Danemark, où vit une minorité encore actuelle de Danois, ce qu'on appelle le Schleswig-Holstein, les banques ont prêté beaucoup d'argent. Et les banques, ayant besoin d'argent, commencent à récupérer les terres des paysans. Le problème, c'est que ces paysans tiennent à ces terres, puisqu'elles leur viennent de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents, et ils chassent les huissiers et les banquiers à coups de fourche. On envoie la force publique et ça provoque une véritable révolte. Cette révolte est magnifiquement décrite dans le roman d'Ernst von Salomon, La Ville. Von Salomon, qui est un national révolutionnaire, qui va appuyer le mouvement paysan, puisque la révolution conservatrice, la plupart des Bundisch, des Völkisch, des jeunes conservateurs, des nationalistes révolutionnaires, un petit peu moins les nationaux bolcheviques, vont participer à cette immense jacquerie qu'on ne connaît pas en France à l'époque moderne. Si vous voulez, Klaus Heim, c'est une sorte de poujade paysan avant l'heure de l'autre côté du Rhin. C'est absolument passionnant. En France, dans les mêmes années, et on va avoir un mouvement, une tentative de mouvement en France avec les chemises vertes de Dorgel, mais peut-être tu peux en dire un mot, Thierry. Non, enfin sur les chemises vertes de Dorger, qui adoptaient le style paramilitaire avec les fameuses chemises de couleur propres à l'époque. Donc mouvement effectivement antifiscaliste, agrarien, relativement anti-parlementaire. Oui, effectivement, ça a été une expérience intéressante dans la France de l'entre-deux-guerres. Cependant, moi, puisque je m'intéresse plus spécifiquement à la réception en France de la révolution conservatrice allemande, à ma connaissance, chez les chemises vertes d'Henri Dorger, il n'y a pas eu vraiment de réception de l'exemple du Landvolksbewegung du Schleswig-Holstein. Expérience intéressante tout de même, c'est intéressant de savoir justement est-ce qu'il y a eu des échos, est-ce qu'il y a eu un effet de cette révolution conservatrice sur ces chemises vertes, visiblement pas. Juste petite parenthèse, les chemises étaient une mode absolument universelle, les communistes, les sociodémocrates faisaient exactement la même chose. Ne voyez là aucune passion pour les uniformes particulièrement. Alors ici sur Hors d'Acheter, on aime tout sauf les uniformes. Georges. Dorger était en contact avec certains milieux non conformistes des années 30. Oui. Qui eux, par contre, pouvaient avoir rencontré certaines figures de la RC allemande. Peut-être qu'on reviendra tout à l'heure sur les liens de l'ordre nouveau d'Alexandre Marc et Robert Aron avec des figures comme avec notamment les plumes de la revue Diktat, et il faudra peut-être évoquer aussi à cet effet le rôle d'un personnage assez baroque qui était Otto Abetz et qui organisait en 1930-1931 ce qu'il appelait les rencontres de la jeunesse européenne ou jeunesse franco-allemande, ce qui s'appelait donc les rencontres du Solberg, du nom du lieu où s'effectuaient ces rencontres. Oui, Otto Abetz qui deviendra pendant la guerre l'ambassadeur d'Allemagne à Paris. Pour ceux qui n'avaient pas remis, parce que tout le monde ne connaît pas les personnages de la série. Voilà. Donc on va bientôt s'approcher de la pause musicale. Alors quelques mots sur ces mouvements et vous entendre aussi savoir quelles ont votre faiblesse, votre cœur. Georges. Alors, il faut savoir aussi qu'Armin Möller désigne des cas inclassables, qui sont des grandes figures. Thomas Mann, le célèbre romancier, qui en 1915 publie les fantastiques considérations d'un apolitique, extrêmement violent contre la France, mais ensuite il va s'en défaire.
et il va quasiment renier cet ouvrage, qu'il considérera comme une erreur de jeunesse. Il y a les frères Jünger, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, Ernst et Friedrich Georg. Il y a bien entendu Oswald Spengler, auteur du célébrissime Déclin de l'Occident, mais on ne connaît un petit peu moins L'homme et la technique, qui est un ouvrage remarquable. Il y a aussi le cas de Carl Schmitt, qui est vraiment qu'on place dans le cas de la révolution conservatrice. Mais Carl Schmitt est-il vraiment révolutionnaire conservateur? Quand on regarde le personnage qui est formidable, j'ai quelques doutes. Donc voilà, ce sont des cas très particuliers qu'on ne peut pas intégrer dans cette typologie. Il y a un dernier cas qui est beaucoup plus proche des Bundish, c'est l'exemple de Hans Blüher, qui en 1949 va écrire L'Axe de la nature. Hans Blüher, qui est un Bundish très particulier, défenseur de l'idée d'État, un État qu'il trouve partout, y compris chez les insectes. Alors, sur la ville, on a quand même, sur le mouvement paysan, on a quand même oublié d'évoquer un autre livre, celui de Lons, sur le loup-garou, le Werwolf, qui était, je crois, réédité chez nos camarades de la Maison du Lore. Vous pouvez trouver ça assez facilement sur Internet. Je vous conseille la lecture de ce livre parce qu'il aura évidemment une postérité après-guerre avec ces mouvements de résistance à l'occupation américaine qui ont été les Werwolf allemands et qui n'étaient pas, contrairement à ce que j'ai encore entendu dans un documentaire de la télévision nationale française, ou antinationale plus exactement, les derniers résistants nazis, mais qui étaient au contraire les derniers résistants allemands. Bien, un petit mot quand même sur ceux qui ont votre faveur parmi tous ces courants, Thierry. Ayant une approche assez universitaire, bon, je me garderai bien de distribuer les bons points et les mauvais points. Après, il est vrai que si on devait observer quels courants, quels auteurs ont peut-être eu la plus grande efficacité, ont le mieux diffusé leurs idées et réalisé leurs idées à cette époque, je crois que c'est quand même les jeunes conservateurs qui ont eu effectivement le plus d'efficacité, puisque ils avaient choisi effectivement ils avaient choisi une stratégie qui consistait à instiller leurs idées auprès des élites déjà en place, élites économiques. On pense par exemple à l'héritier de l'industriel Diesel, qui s'appelait Eugène Diesel, ou encore je parlais tout à l'heure d'Edgar Julius Jung, qui était la plume de Franz von Papen. Là aussi, extrêmement difficile, on va pas donner les points. Je me sens assez proche des jeunes conservateurs, mais je trouve que les Völkisch sont intéressants. Le mouvement paysan, à une certaine époque, j'étais assez proche de CPNT, il y a très 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 longtemps. Les nationaux révolutionnaires, pourquoi pas, d'autant que le travailleur d'Ernst Jünger est un essai remarquable. Très difficile de faire son choix. On n'est pas au supermarché, cher Monsieur K. Non, bien sûr, mais enfin, on l'a dit, c'est une galaxie et parfois on a des faiblesses. Moi, je dois dire que celui qui a ma préférence, celui qui m'attendrit le plus, c'est quand même le mouvement paysan, parce qu'il y avait là une virtualité, et je crois que c'est probablement la famille la plus prometteuse pour l'avenir, mais ça, Dieu seul le sait. On va faire la pause musicale, mais avant, le Hall of Shame. Cette semaine, je voudrais remercier tous ceux qui commentent sous la vidéo, sur la chaîne YouTube, ceux qui commentent également sur le blog de Méridien Zéro. Merci à vous tous. Je sais que sur Méridien Zéro, c'était un peu plus compliqué que les mois passés, puisque il y a eu changement de site et que l'outil est pas forcément à votre main. Donc merci pour ceux qui sont remis à partager, à participer sur les émissions. Merci à ceux qui nous repostent aussi sur les réseaux sociaux. Et je voudrais remercier tout particulièrement Johnny Cash qui cette semaine a fait un don très généreux de 50 € en contrepartie d'une émission, une soirée avec Monsieur K. Donc écoutez, Johnny Cash, je vous envoie un message privé et on organise ça. Merci à Renaud qui était là avec nous ce soir et n'oubliez pas de donner sur le Tipeee. Vous trouvez tout ça sur la description de la vidéo et continuez de partager, de commenter, de troller, de disliker, de clasher, voilà. Merci à vous tous et on se retrouve après la pause musicale. Bam, 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 bam.
liebe Frau vom kalten Brunnen, bescher uns armen Landsknecht eine warme Sonne. Lass uns nicht erfrieren, wohl in des Wirtes Haus, ziehen wir mit vollem Säckel und leeren wieder aus. Die Trommel, der Mann, hei, riedi ran, frisch voran, Landsknecht voran. Der Trommler schlägt Parade, die Seidenfahnen wehen. Jetzt heißt auf Glück und Gnade ins Feld spazieren gehen. Das Korn reift auf den Feldern, es schnappt der Hecht im Strom. Heiß weht der Wind von Geldern herauf den Berg so. Die Trommel, der Mann, hei, riedi ran, frisch voran, Landsknecht voran. Wir schlucken Staub beim Wandern, der Säckel hängt uns vor. Der Kaiser schluckt ganz Flandern, bekommt's ihm ewig wohl. Er kennt beim Länderschmause, wie er die Welt erwürgt. Mir wohnt ein lieb zu Hause, das weinte, wenn ich stirb. Die Trommel, der Mann, hei, riedi ran, frisch voran, Landsknecht voran. Chers amis auditeurs, pendant la pause, nous avons discuté de deux sujets importants. Les liens du national-socialisme avec la révolution conservatrice. Thierry, vous nous parliez tout à l'heure de ce concept de Jules Monroe. Oui, si on veut aborder les liens effectivement ambigus entre révolution conservatrice et national-socialisme, une des interprétations qui a pu être donnée pour expliquer ces liens, c'est celle qui consiste à voir dans le national-socialisme finalement un principe d'hétérotélie, pour reprendre le terme forgé, comme vous l'avez dit, par le sociologue français Jules Monroe, finalement un principe d'hétérotélie de toutes les thèses élaborées dans les cercles conservateurs révolutionnaires allemands. Principe d'hétérotélie, donc qu'est-ce que c'est ? C'est lorsqu'on a une doctrine, un corpus idéologique bien défini et une stratégie arrêtée, on peut voir des effets tout à fait différents se réaliser, voire des effets inverses. Bon, pourquoi parler d'hétérotélie quand on regarde quand on dresse un parallèle entre RC et national-socialisme? Eh bien, parce que la révolution conservatrice qui ça nous ne l'avons pas dit, mais il est important de le préciser, a été quand même globalement un phénomène très élitaire, hormis son volet paysan. Phénomène très élitaire, relativement hostile, enfin pas forcément hostile, mais du moins pas enthousiasmé par l'émergence de la société de masse à l'ère moderne. Voir que certaines thèses ont pu être reprises dans le national-socialisme, mouvement plébéien, pour reprendre un terme qu'affectionnait Spengler, mouvement de masse, effectivement, on peut en cela parler d'une hétérotélie. Oui, absolument. C'est-à-dire que ces hommes poursuivaient des buts et ils ont eu un autre fruit, un autre résultat. Et on le disait tout à l'heure avec Renaud pendant la pause, ces hommes ont, pour certains, été déportés pour opposition politique au régime national-socialiste. D'autres ont évidemment épousé la cause du Parti national-socialiste, parfois très tôt. On pense à certains milieux
influencés par la KR dans les corps francs, en particulier en Bavière, j'ai quelques exemples en tête, qui ont rejoint très tôt finalement l'aventure hitlérienne. Or, il se trouve que dans ces années-là, comme plus tard, on va retrouver cette césure parmi ces destins très contrastés de cette révolution conservatrice. Des gens vont tenter d'assassiner Adolf Hitler, inspirés par cette révolution conservatrice. Je pense évidemment au livre La Paix, qui sera le bréviaire des conjurés de Valkyrie, donc écrit par Hans Junger, mais je pense aussi à une figure comme justement celle du conjuré qui devait porter la bombe, le comte von Stauffenberg. Merci, n'étant pas germanophone, c'est un nom à coucher dehors. Von Stauffenberg, qui était non seulement catholique, mais qui était surtout un grand lecteur de la révolution conservatrice, et qu'il a fait au moins autant pour des motifs religieux que pour des motifs politiques. Von Stauffenberg, qui appartenait au cercle de Gorg, qui était le grand poète de l'Allemagne secrète. Gorg était ce grand poète qui participe à la révolution conservatrice et qui souhaitait faire une grande révolution de l'esprit en priorité. Voilà, on est très loin évidemment du projet du Parti national-socialiste, et donc, mais l'honnêteté nous dicte malgré tout, Georges, de faire une précision. Alors, même si la presse parisienne, chaque fois qu'elle écrit sur la révolution conservatrice, c'est pour la vouer aux poubelles de l'histoire, et Alain de Benoît, je dois dire, la sortie de là, en faisant presque une séparation entre ces deux expériences historiques, qui ont été d'un côté la KR et de l'autre l'expérience nationale-socialiste. Donc il a fait ce travail de sauvetage d'une certaine façon, mais l'honnêteté nous dicte de repréciser quand même les liens, les passerelles, la porosité entre ces deux expériences. Est-ce que vous voulez en dire un mot? Oui, alors très rapidement, il y a énormément des stratégies individuelles, personnelles, entre les membres de la révolution conservatrice et les théoriciens ou les dirigeants nationaux-socialistes allemands. Ils se connaissent. Il y a certains penseurs de la révolution conservatrice ou certains militants qui vont même rejoindre le Parti communiste allemand. Donc on voit, c'est vraiment très différent selon les cas personnels. Je parlais tout à l'heure de Thomas Mann, qui va devenir un libéral défenseur du modèle des États-Unis. Donc là encore, c'est un cas particulier. Chez les Völkisch, de nombreux Völkisch sont persécutés par le régime national-socialiste, mais il y en a d'autres qui intègrent les structures de l'appareil totalitaire. Oui, pour une raison simple, c'est que le parti veut unifier les mouvements de jeunesse, et que les Völkisch lui disent mon petit gars, on était là avant que t'arrives, et il est hors de question qu'on disparaisse, on sera là après que tu sois mort. Et c'est particulièrement le cas pour le groupe fondé par les époux Ludendorff, qui était une espèce de secte, si l'on veut, néo-païenne, et qui ont toujours été très en porte-à-faux avec le pouvoir national-socialiste. Alors qu'il faut rappeler que Ludendorff avait participé au coup d'État d'Hitler en 1923, à Munich. Voilà, donc tout ça pour dire distinction, mais reconnaissons les porosités, les passerelles, et aussi l'emploi qu'a fait le régime national-socialiste d'une partie du logiciel de la révolution conservatrice. Et n'oublions pas non plus que si Junger n'est pas mort, c'est parce que le caporal Hitler s'est souvenu de sa lecture d'Orage d'acier, ce qui a sauvé la tête de Junger. Ça n'a pas été le cas de tous les conjurés de Valkyrie. Thierry. Oui, emploi du logiciel révolutionnaire conservateur, et même, dans une certaine mesure, du vocabulaire révolutionnaire conservateur, puisque l'inventeur de la formule Troisième Reich, Das Drittes Reich, c'est Arthur Müller-Vandenbroek dans l'essai qu'il a donc intitulé Das Dritte Reich. Essai qui a été traduit très tôt en français avec une préface de Thierry Molnier. Une préface de Thierry Molnier qui nous montre quand même que Molnier était pas très au courant de la situation en Allemagne, puisqu'il assimile Arthur Müller-Vandenbroek, qui se suicide en 1925, comme un des premiers nationaux-socialistes allemands, alors qu'en fait, on sait maintenant que les relations entre Hitler et Müller-Vandenbroek étaient exécrables. Voilà, donc vous voyez, distinction, différence, opposition, des destins, on peut pas en faire un système. En revanche, voilà, on devait faire cette précision parce que il faut à la fois sauver cette famille politique pour les usages que nous pouvons encore en faire, et essayer de tirer les leçons de cette histoire. Renaud nous faisait des remarques à ce sujet, nous demandant ce qu'étaient devenus ces hommes au lendemain de la guerre. En effet, il ne s'agit pas de s'intéresser à la révolution conservatrice uniquement par intérêt, je dirais,
pour la cause, pour la chose intellectuelle, mais de comprendre à quoi cette expérience peut nous être utile dans le présent et dans l'avenir. Et je ferai le parallèle avec les situations en France. Ne pas céder aux sirènes du parti unique. C'est bien de connaître, de s'intéresser, même de s'impliquer dans les élections locales, mais ne pas tomber dans, je dirais, l'idolâtrie du parti. C'est au moins, s'il y avait une seule leçon à retenir de la révolution conservatrice, ce serait celle-là. Alors maintenant, nous allons passer peut-être à l'évocation des grandes figures et des grands thèmes de la révolution conservatrice avant de nous intéresser à l'usage et au mésusage que l'on peut en faire aujourd'hui. Alors, peut-être, je sais pas, Thierry, Georges, qui veut commencer? Georges? Bon, alors les grandes figures, le livre d'Armin Moller, difficilement trouvable aujourd'hui. Ceux qui l'avaient souscrit en 1992 l'ont précieusement dans leur bibliothèque. C'est extrêmement complexe. Donc on a donné quelques noms: Oswald Spengler, les frères Jünger, Carl Schmitt, même si on peut pas vraiment le considérer comme une pointe de la révolution conservatrice. Schmitt est un cas très particulier. Il y a aussi Hans Blüher, il y a Paul de Lagarde, bref, plein de théoriciens qui ont chacun leur propre thématique. Donc c'est extrêmement difficile de résumer les thématiques. Une des principales thématiques de la révolution conservatrice s'inspire de Nietzsche, c'est-à-dire on n'est pas des réactionnaires, on n'est pas des progressistes, on veut tout simplement maintenir l'essence de l'esprit allemand dans des conditions modernes issues de la Première Guerre mondiale. Voilà pourquoi c'est une révolution conservatrice. On fait une révolution d'abord contre le système, la République de Weimar, qui est en place à l'époque, mais aussi on fait une révolution au sens étymologique du mot, c'est-à-dire on fait un tour pour revenir au point de départ. Et conservatrice, on conserve ce qui peut être conservé. N'oublions jamais ce que disait Nietzsche, il faut renverser ce qui doit tomber. Eh bien, c'est l'esprit de la révolution conservatrice, esprit qu'on retrouve dans la plupart des États européens à la même époque. On retrouve ce phénomène chez les non-conformistes des années 30 ou chez les nationaux syndicalistes espagnols ou même chez les intégralistes portugais ou brésiliens. Absolument, ça c'est un point important, c'est les parallèles que l'on peut faire avec la situation de l'ensemble de l'Europe. Pour avancer un tout petit peu dans le temps, je dirais, sans parler de cette galaxie intellectuelle, mais cette fois sur le plan strictement politique, que nous avons eu quand même le Portugal de Salazar, l'Espagne de Franco, la Hongrie de Horthy, la Finlande de Mannerheim, l'Autriche de Dollfuss, l'Italie de Mussolini, et d'autres encore en Europe centrale. Je pense à Antonescu, même s'il a pendu de très nombreux légionnaires, et ce n'est pas à mettre à son crédit. Mais enfin, voilà, la Roumanie d'Antonescu, et probablement d'autres régimes qui, là, ne me viennent pas à l'esprit, mais si, bien sûr, l'Ukraine de Bandera. Donc, nous avons failli avoir une Europe révolutionnaire conservateur au sens politique, cette fois. Le rendez-vous, là aussi, a été manqué. Nous avons eu une Europe sous la botte allemande. Je serais un tout petit peu plus sceptique sur les cas de l'Espagne ou du Portugal. Il y aurait des sujets à traiter sur ces deux cas. Il y aurait des nuances à faire, évidemment, mais nous en parlerons en troisième mi-temps, Georges. Mais bien sûr, s'il y avait à choisir entre Franco et Rosantonio, il y a pas photo. Alors, reprenons sur notre échange. Thierry, quels sont les thèmes qui, selon vous, doivent retenir l'attention du lectorat français? Parce que vous travaillez sur la réception de l'œuvre de la Révolution conservatrice en France. Alors déjà, qu'est-ce qui a retenu l'attention à l'époque? Alors, à l'époque, ce qui a pu retenir l'attention des observateurs français de cette galaxie, ça a été, on parlait tout à l'heure de Thierry Monnier. Thierry Monnier, lorsqu'il regarde le livre de Müller-Vandenbroek, d'ailleurs, petite parenthèse, Monnier ne parlait absolument pas allemand. Monnier a lu la traduction, si on peut appeler ça une traduction. Il y aurait beaucoup à dire sur le travail effectué par le traducteur qui s'appelle Jean-Louis Lénaud, mais apparemment c'est un pseudonyme. Certains disent que c'est peut-être le dramaturge... Merde, comment il s'appelle ce dramaturge de l'absurde Ionesco, non? Non, un autre. Adamov, merci.
Oui, donc ce travail de traduction, bon, il y a des paragraphes entiers qui sont condensés en une phrase ou deux. Enfin, bon, c'est presque une falsification. Bref, bon, ce que Monnier retient, c'est finalement cette illustration du nationalisme renouvelé, modernisé par Müller van den Broek. Ce nationalisme qui n'est pas qui est enflammé par la défaite. Oui, voilà, enflammé par la défaite, bien sûr, et qui est conscient finalement de la faiblesse qui était celle du peuple allemand, et que la défaite doit finalement revitaliser, doit redonner de l'énergie à ce peuple. Donc d'une certaine façon, cette œuvre est reçue par les milieux, on va dire, proches de l'Action française. C'est le cas de Monnier à l'époque. Alors il a pas encore rompu, parce que la rupture de Monnier avec l'Action française, bon, ça se fait quand même sur une bonne dizaine d'années, hein. Il n'y a pas de rupture franche et brutale. Mais à l'époque, Monnier commence déjà à évoluer vers des positions ouvertement révolutionnaires, hein. On n'est pas longtemps avant la fondation de son journal qui s'appelait L'Insurgé. Merci. Oui, je rappelle que Georges Feltin-Tracol est auteur d'une biographie de Thierry Monnier que vous pouvez trouver sur internet aisément chez Oda Izarn. Voilà, Thierry Monnier, un itinéraire singulier de Georges Feltin-Tracol pour le modique prix de 21 €. 18 € en fait. 18 €. D'après pour la nouvelle édition qui a été rééditée. D'accord, donc Feltin a négocié en plus un prix à la baisse pour vous. Donc vous pouvez vous emparer de ça. Mais juste pour revenir sur cette réception de l'œuvre, finalement les Français le reçoivent pas très favorablement, ce travail. C'est-à-dire qu'ils le reçoivent avec la crainte du renouveau de la guerre. Ils ne le reçoivent pas du tout comme un parallélisme européen. La seule chose qui les préoccupe finalement, c'est l'état d'incandescence du nationalisme allemand. Alors ça dépend de quel milieu on parle. Par exemple, on a évoqué tout à l'heure, je crois, l'ordre nouveau et les rencontres entre Alexandre Mark, qui lui maîtrise parfaitement l'allemand. C'est un juif ukrainien qui est complètement polyglotte, hein, il doit pratiquer 3 ou 4 langues, et qui discute avec les animateurs de la revue Die Tat. Mais là on est plutôt dans Die Tat, l'action en allemand, lors des rencontres du Solberg organisées dans les années 30 par Abetz, on en a parlé. Il rencontre aussi d'ailleurs à cette occasion quelqu'un qui s'appelle Otto Strasser, sur lequel on reviendra peut-être tout à l'heure si on a le temps. Parlons-en maintenant. Oui, bon, Otto Strasser, c'est la gauche du Parti national-socialiste, et lui, il déteste, il méprise de manière pas du tout cordiale Adolf Hitler, qu'il prend pour un plouc, hein, et lui, il va finir déporté, par exemple. Non, il s'est exilé. Attention. Il s'est exilé. Strasser va créer le Front Noir, qui est l'opposition au national-socialisme. Ils sont deux. Grégor va mourir au cours de la nuit des longs couteaux, tandis qu'Otto Strasser va vivre en exil, où il va animer la résistance à Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale, si bien qu'après la libération en 1945-46, il va créer un parti nationaliste allemand qui ne pourra pas être poursuivi, puisque venant d'un résistant. Oui, ce que je veux dire, c'est que, en revanche, des membres du Schwarzfront ont été déportés à l'issue de ces incidents. Et donc, voilà, pour répondre un peu à ce que nous disait Renaud tout à l'heure, que deviennent ces hommes? Certains vont être déportés pour fait de résistance, d'un point de vue nationaliste, ce qui peut paraître paradoxal, mais c'est comme ça la révolution conservatrice, hein. Mais donc, pour revenir sur la réception en France par les contemporains, dans les milieux dits non conformistes des années 30, pour reprendre le terme de Loubet Delbel, ce que Olivier Dard, lui, préfère appeler les relèves des années 30, effectivement, dans la revue Plan de Philippe Lamour, dans l'Ordre Nouveau d'Alexandre Mark, il y a un intérêt pour ces initiatives conservatrices révolutionnaires allemandes, même dans la revue Esprit d'Emmanuel Mounier, hein, qui ouvrira d'ailleurs ses colonnes à Strasser
Oui, je crois qu'il y a 2 numéros où il ouvre ses colonnes à Strasser. Avant de devenir compagnon de route du Parti communiste. Voilà. Pas Strasser, Mounier. Mounier qui sera aussi à l'école des cadres d'Uriage du temps de l'État français. Alors juste un mot, parce que là on vient de parler du plan, on vient de parler de l'ordre vers l'ordre nouveau. On a affaire plutôt à des milieux qu'on va appeler planistes, proches de X-crise, proches de ce que Dare nous dit d'ailleurs très très doctement. Donc de cette synarchie qui n'existe pas, comme la communauté qui n'existe pas. Mais on n'est pas dans les milieux nationalistes. Voilà. On est dans les milieux planistes, fédéralistes. On est déjà dans les milieux en fait que travaille ce fédéralisme d'entre-deux-guerres dans lequel vont s'illustrer des gens comme Benoît Méchain, qui sera un des animateurs français de cette association d'auto-abets, de ces amitiés franco-allemandes, et qu'on va retrouver à Paris, et non pas à Uriage ou à Vichy, mais qu'on va trouver dans la collaboration active. Bien sûr. Mais effectivement, vous parlez des milieux nationalistes, il y a une réception modeste, certes, mais il y a une réception de la révolution conservatrice allemande, notamment à l'Action française, puisque Henri Massy, dans son livre Défense de l'Occident, paru en 1927 ou 28 chez Plon, attaque vertement les thèses développées outre-Rhin à l'époque par Oswald Spengler ou Hermann von Keyserling. Alors Massy, avec sa prose, qualifie ces développements, ces pensées, il les qualifie d'invasion asiate. Pour lui, il y a une contamination de ce qu'il appelle la pensée asiatique. Donc c'est une conception de l'Asie assez large, puisque ça va de Berlin à Pékin. Bon, il fourre nationalisme allemand, bolchevisme russe et métaphysique hindoue ou bouddhiste, taoïste. Enfin bon, c'est particulier, Massy. Mais effectivement, il y a. Mais alors, est-ce qu'il y a une réception dans la jeune droite, chez les homologues des jeunes conservateurs allemands, dans ce qu'on va appeler chez les non-conformistes des années 30, la jeune droite française, y a-t-il une réception plutôt favorable ou plutôt inquiète de cette incandescence nationale? Alors, il faut être très clair sur le point. La jeune droite qui est issue de la pensée maurassienne est assez fermée aux questions internationales et donc elle passe totalement à côté des phénomènes de la révolution conservatrice. Ce qu'elle sait de la révolution conservatrice, c'est par l'intermédiaire de la revue L'Ordre Nouveau. Sauf Monnier qui lui donc préface la fausse traduction du bouquin de Müller. Mais encore une fois, dans cette préface, qu'est-ce qu'il dit? Il dit voilà un exemple de nationaliste héroïque. Monnier, avec sa prose de l'époque, il est jeune, il est enjoué, en plus il est passionné de théâtre classique, et en fait il fait un portrait de Müller qui est pratiquement une figure de tragédie antique. Et donc il dit voilà des gens qui vont sans doute qui vont permettre la restauration de l'Allemagne. Voilà des gens qui ont réussi à faire arriver un mouvement comme le national-socialisme au pouvoir. À nous en France de s'inspirer de ce modèle, en sachant que on aura peut-être à se foutre sur la gueule plus tard avec les nationalistes allemands, mais eux au moins ils ont réussi. Donc à nous d'essayer de faire pareil, d'essayer de faire émerger des figures aussi appréciables que Müller-Vandenbrouck en France. Écoutez, c'est une leçon en tout cas à retenir, c'est il ne faut rien laisser hors de son champ, parce que en effet cette jeune droite finalement dans son ignorance relative aurait peut-être pu tirer quelques leçons aussi, quelques décalques à faire. C'est toujours ça de prix. Voilà, pour la suite, à retenir. Leçons qui seront reprises par Thierry Molnier quand celui-ci écrira dans Le Figaro et dans l'Action française pendant la Seconde Guerre mondiale des articles de stratégie militaire, en sachant qu'il était myope.
Alors on va aborder le tout dernier quart de l'émission. Oui, Thierry. Oui, non, juste, très rapidement, j'aurais voulu parler de la réception de cette révolution conservatrice dans certains milieux libéraux français. Il y a une observation, notamment le jeune Raymond Aron, qui fait ses études à Berlin entre 1930 et 1934, fréquente la pensée de Schmitt lors de ses lectures à la bibliothèque de l'université de Berlin. Il fréquente également la pensée d'Ottmar Spann, auquel il consacre d'ailleurs un chapitre dans son premier livre, qui est une histoire de la sociologie allemande contemporaine. Voilà, le jeune Raymond Aron, d'ailleurs obsédé à l'époque par la décadence de la France, lit les auteurs allemands qui ont écrit sur la décadence. Il y a, je fais très vite, le livre du professeur de germanistique Edmond Vermeil, doctrinaire de la Révolution allemande, qui est finalement une galerie de portraits de différents penseurs allemands. Bon, c'est un portrait très à charge. Vermeil, pour le situer, c'est un protestant de gauche. Il est membre à l'époque de la LICA, la Ligue internationale contre l'antisémitisme, il voit d'un très mauvais œil ce qui se passe en Allemagne, et pour lui, finalement, il y a eu une sorte de mouvement ascendant qui part du Thomas Mann, des considérations d'un homme politique, et de Spengler, jusqu'à Adolf Hitler, Goebbels. Là, il y a un continuum, il n'y a aucune nuance. Voilà. Il intègre même dans les doctrinaires de la Révolution allemande Walter Rathenau, qui a été assassiné par Ernst von Salomon et ses complices. Rathenau, qui était le père de l'effort de guerre pendant la Première Guerre mondiale. Oui, Rathenau qui était tué en effet par le groupe Consul, ce qui était un modèle, à mon avis, d'héroïsme pour les jeunes gens qui ont conspiré sa mort, et qui nous rappelle que même pour un catholique, il est toujours licite de procéder à un tyrannicide. Je voudrais juste, avant qu'on passe à la toute dernière partie de cette émission, rappeler qu'il faut que vous essayiez, jeunes gens, de vous procurer le maître ouvrage, la Somme. C'est gros comme un bottin. On peut mettre des chiquettes avec. D'Armin Moller, aux éditions Pardès, La Révolution conservatrice en Allemagne, 1918-1932, avec un très bel aigle allemand sur la couverture, pour le prix de 340 francs. Donc si je traduis en monnaie d'occupation, ça doit faire 50 euros. Mais c'est introuvable, donc vous l'aurez pour 500 euros sur eBay. Donc vous le lirez pas. Et voilà. Moi, je l'avais eu pour 150 francs puisque j'avais souscrit à l'époque. Moi, je crois que je l'ai dérobé à quelqu'un, mais je peux pas trop en parler là à l'antenne. Donc voilà, comme disait Pierre Boutan, volez des livres, lisez ça. Je voudrais maintenant qu'on fasse une petite incursion sur les usages et d'abord, commençons par les mésusages que l'on a fait de cette révolution conservatrice. Georges Fétin-Trancol. Alors en effet, je me souviens qu'au début des années 1980, un ami d'Orage d'Acier qui s'appelle Guy Sormand avait publié un livre qui intitulé La Révolution conservatrice américaine, avec en photographie sur la couverture, en photographie Ronald Reagan avec le chapeau de cow-boy. Et tout le monde a parlé de la révolution conservatrice aux États-Unis, ce qui est un détournement de vocabulaire considérable. La révolution conservatrice aux États-Unis n'a jamais eu lieu, c'est une révolution néolibérale. Et parler de révolution conservatrice pour décrire les politiques ignominieuses de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher, c'est vraiment outrager la révolution conservatrice allemande et européenne. Alors il faut savoir une chose, c'est que ce livre a laissé des traces, parce que le chercheur Gaël Brustier, que je salue, comme ça il est bien compromis, bien mouillé, il pourra plus bosser pour Julien Drey, salut Gaël. Gaël Brustier, dans ses ouvrages, parle de révolution conservatrice pour désigner justement la contre-réforme ultralibérale de Reagan, de Thatcher et ensuite de toutes les suites, c'est-à-dire on se souvient du ministre John Major, même de Tony Blair, qui n'a fait que poursuivre cette politique, le tournant de la rigueur en 82 en France avec l'arrivée de Laurent Fabius. Donc je dirais que cette victoire sémantique, elle est à inscrire au positif de Guy Sormand. Thierry.
finalement, quand on s'amuse un petit peu à regarder l'histoire du terme révolution conservatrice en France, on se rend compte que finalement c'est un syntagme avec lequel le public francophone a beaucoup de mal. On ne sait pas quoi en faire de ce terme, donc on l'utilise un petit peu pour désigner tout et n'importe quoi. Moi je m'étais amusé à regarder l'histoire de ce terme. Alors De Benoît rappelle dans l'introduction de son bouquin Cas de figure de la révolution conservatrice allemande, qui est paru aux éditions Crisis il y a 2 ou 3 ans. Une des premières occurrences, c'est dans la Gazette genevoise pour désigner finalement le programme porté par le prince Louis-Napoléon Bonaparte après son coup d'État. Voilà, programme politique du prince Louis-Napoléon, c'est une révolution conservatrice. Bon, on retrouve ça aussi sous la plume de Charles Maurras dans la conclusion de son enquête sur la monarchie. Enfin, en tout cas, dans l'édition définitive de l'enquête sur la monarchie, qui doit dater de 24, je crois. 1924. Oui, 1924. Il emploie le terme de révolution conservatrice pour désigner finalement son programme de nationalisme intégral. Et on peut. Écoutez, vous me l'apprenez, je ne suis pas mécontent de l'apprendre. Oh, bah tant mieux. Si, au moins j'aurais servi à ça. Il y a plein d'occurrences comme ça. Alors moi j'avais vu aussi un chercheur en sociologie qui travaillait sur le phénomène de réislamisation des banlieues, qui voyait ça comme une révolution conservatrice dans les banlieues. Si je reviens un peu, je crois que ça a été employé aussi pour désigner les révolutions arabes, en particulier l'accession des frères musulmans au pouvoir. Oh oui, c'est bien possible. Enfin, ça a été vraiment utilisé pour désigner tout et n'importe quoi. Si je reviens un peu en arrière, le journaliste italien en France au début du XXe siècle, Prezzolini, lui, il parle de révolution conservatrice pour désigner la galaxie des anti-Dreyfusards. Voilà, qui défendent qui défendent Mordicus, l'armée. Dans cette affaire. Enfin bon, c'est impressionnant le nombre d'occurrences pour désigner vraiment tout et n'importe quoi. Les derniers mésusages datent de ces derniers mois, puisque la feuille de chou de la communauté organisée, comme dit l'autre, qui est causeur, n'a cessé à un moment donné de faire une tentative d'OPA sur le terme. Je crois d'ailleurs que ça a plutôt assez bien marché sur la rédaction d'Éléments qui voisinent, copines, etc. Je le dis en toute amitié, parce que je garde beaucoup d'affection pour la rédaction de l'Élément, en dépit de nos divergences spirituelles. Mais là, je trouve qu'il y a quand même cession presque dole, cession abusive de ce terme à la revue Causeur, qui n'a rien de révolutionnaire et qui n'a rien de conservateur non plus, si ce n'est François Fillon, parce que là, on a compris, ils font campagne pour François Fillon depuis le début, mais la réalité, c'est qu'ils n'ont rien de révolutionnaire conservateur, puisque ils soutenaient originellement la candidature de Manuel Valls, candidat malheureux à la primaire de la gauche, puisque elle avait été à un moment donné désignée, cette gauche Valls, comme étant la gauche Finkielkraut. Oui, Thierry. Ça, on peut se demander si c'est pas finalement l'héritage Lindenberg, aussi étonnant que ça puisse paraître, puisque vous parlez de causeur, Lindenberg qui dans son pamphlet qui a été réédité cette année. Oui, et justement, c'est dans la augmenté d'une liste de noms, de la liste noire a été augmenté aussi. Oui, et justement dans la préface à cette réédition, il parle d'une révolution conservatrice qui avance à visage découvert. Lindenberg qui a écrit ce livre intitulé Le rappel à l'ordre, première édition 2002. 2002 2002. C'est déjà si vieux? Oui. Alors je l'avais vu en conférence, c'était très amusant. Nous avions échangé comme larron en foire, et je lui pose une question à la fin. Je lui dis mais qu'est-ce qu'il en a pensé, Finkielkraut, de votre bouquin? Alors il faut savoir qu'ils ont été tous les deux dans le même mouvement de jeunesse, donc ils se connaissent très bien. Et il me dit, il se tutoie. Il me dit Finkielkraut m'en veut à mort parce que m'a-t-il dit, je l'ai comparé à Maurras. Il m'a dit ça, je te le pardonnerai jamais. Et à ce moment-là, Lindenberg, Daniel lui demande, mais Alain, est-ce que tu l'as lu? Et Finkielkraut partit dans un grand cri, jamais. C'est quand même un aveu pour celui qui a écrit La défaite de la pensée, où Maurras est tartiné à toutes les pages, ainsi que Joseph de Maistre, qui en prennent tous pour leur grade. Mais s'il en va
de Joseph de Maistre que de Morazou, je pense que là, on tient un dossier un petit peu, vous voyez, comme les faux diplômes des uns ou des autres. Bon, c'est amusant. Je le tiens de Daniel Lindenberg qui n'avait absolument aucune raison de pourrir son camarade de mouvement de jeunesse. Bref. Donc, voilà où on en est. En effet, la gauche Finkielkraut a essayé d'annexer ce terme et nous lui contestons absolument le droit et l'emploi du mot révolution conservatrice qui, peut-être n'aura-t-il aucune destinée politique, mais qu'en tout cas, on se réserve pour désigner nos activités. Alors justement, quelles pourraient-elles être ces activités? Quelles leçons peut-on retenir de la révolution conservatrice pour aujourd'hui et demain, Georges Feltin-Tracol? Eh bien, je vois par exemple, de manière très concrète, les zadistes, qui ont beau être des gauchistes souvent antifa et nos adversaires, mènent un combat qui est judicieux et qui est vraiment révolutionnaire conservateur. C'est aussi la création des AMAP, de tous ces circuits courts, de tous ces petits mouvements qui, au niveau local, essaiment, comme par exemple le développement des monnaies complémentaires, des monnaies de substitution. Ce sont des formes de révolution conservatrice. On essaye de conserver ce qui est le plus important, qui est le lien. Le lien dans une société où tout le monde est individualisé, où tout le monde est régi par le marché. Eh bien, ce sont des espaces autonomes, des formes de TAS, mais des TAS qui seront, tôt ou tard, des espaces révolutionnaires conservateurs. Voilà pourquoi je suis favorable au mouvement à Notre-Dame-des-Landes, à Roibon, à Bure, ailleurs aussi. Entre Saint-Étienne et Lyon, il y a un projet d'autoroute A89 qui est démentiel. Il y a aussi le projet Lyon-Turin. Il y a le projet Lyon-Turin qui est fort en avance, celui-ci malheureusement. Eh bien, tous ces zadistes, tous ces fumeurs de joint sont sans le savoir des révolutionnaires conservateurs. Eh bien, il faut les favoriser, même si on sait que nous ne sommes pas les bienvenus. Tant pis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver notre émission sur les grands projets inutiles sur la chaîne. Vous pouvez aussi retrouver justement les différents rappels que nous avions fait pendant les manifs pour tous, où nous lancions aux gendarmes Notre-Dame-des-Landes pour leur rappeler qu'il y avait justement conjonction des luttes contre un monde, justement le monde de Notre-Dame-des-Landes, le monde de cet aéroport géant de Nantes, et le même monde que celui de la GPA, de la PMA et du transhumanisme plus globalement. Peut-être c'est ça aussi la révolution conservatrice, c'est refuser la transformation de l'homme en annexe de la machine. On n'a pas parlé trop longtemps des thèmes de la révolution conservatrice, mais il y a un thème central, me semble-t-il, qu'on peut pas faire l'économie, c'est la question de la technique, les relations épistolaires de Ernst Junger avec Heidegger sur la question de la technique. Junger lui-même qui a été un fasciné de technique, puisqu'il a écrit Le Travailleur, et on sent un certain enthousiasme, peut-être un peu juvénile, devant la machine, et le Junger de la maturité, lui, sera beaucoup plus critique, chasseur de papillons, mais chasseur de papillons conscient, une sorte de Tolkien à sa façon, qui refuse justement l'arraisonnement du monde, comme dirait Heidegger, et la dévastation du monde par l'industrie dont on parlait tout à l'heure. Junger qui subira l'influence de son frère Friedrich Georg, auteur d'un ouvrage qui n'a jamais été traduit en français, qui s'appelle La Technique. Ah, vous voyez, Thierry, il vous reste un peu de travail universitaire à faire, peut-être une édition critique de ce livre, ce serait une idée. Mais alors Thierry, quels autres usages de cette révolution conservatrice? Je suis désolé, bon, ce n'est peut-être pas à moi de le dire, hein. Moi, mais alors, à l'université, quel devenir de la révolution conservatrice aujourd'hui, en tout cas? Non, dans les études. Dans les études, c'est encore un champ à explorer. Oui, il y a effectivement beaucoup, comme vous le disiez, d'éditions critiques à établir, enfin de traduction en tout cas en français à établir. Effectivement, on peut. Oui, il y a encore beaucoup de biographies aussi à écrire des acteurs et des mouvements. Après, bon. Voilà, là je parle en tant que, j'espère, futurs bons universitaires. Après, je ne me permettrai pas de dire à des militants ce qu'ils doivent faire. Simplement, si je regarde un petit peu quels ont été les points intéressants de la révolution conservatrice, moi je dégagerais quand même le refus d'être des réactionnaires.
cette volonté de coller à leur époque, y compris en s'intéressant au domaine des arts, puisque Jünger et Müller van den Broek étaient de fervents partisans de l'expressionnisme allemand et des avant-gardes artistiques de l'époque en général. Voilà, ne pas s'interdire donc de regarder ce qui se fait actuellement et de ne pas simplement rejeter en bloc en disant c'est de l'art contemporain, c'est moderne, donc c'est de la merde. On a essayé sur ces ondes de faire une critique cultivée de l'art contemporain. Vous pouvez retrouver cette émission. On en a fait 2, l'une sur l'art contemporain comme, on va dire, enjeu du combat culturel, et une autre plus historique sur ce qu'a le rôle qu'a joué l'art contemporain dans le cadre du combat pour la manif pour tous, contre la loi Taubira. Vous pouvez retrouver tout ça sur la chaîne. Mais en effet, et je vous le dis, nous-mêmes nous essayons à notre humble niveau de nous astreindre à ces obligations, raison pour laquelle je salue le Barde, avec qui nous réaliserons une émission spéciale Enigma sur vous verrez, mais ce sera très avant-gardiste et j'espère que nous ne déshonorerons pas nos grands anciens qui ont été les révolutionnaires conservateurs. Pour ma part, si vous permettez, je pourrais donner quelques pistes à nos auditeurs sur l'usage que l'on peut faire, l'usage politique que l'on peut faire de la révolution conservatrice allemande. La première chose, nous devons de l'étudier pour en tirer toutes les leçons, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que nous devons leur rendre hommage parce que ce sont nos anciens, ce sont nos aînés. Ils nous ont devancés dans ce combat contre le monde libéral, contre le monde de l'argent et le monde de la machine. Ils nous ont très largement débroussaillé le terrain sur le plan théorique. Voilà, on peut en faire un usage théorique, au sens de la critique. Nous pouvons y puiser de très nombreuses nourritures et de très nombreuses aussi munitions intellectuelles contre le monde des robots qu'on nous prépare. Ensuite, nous pouvons faire un usage aussi, je dirais, plus pratique, c'est-à-dire y puiser des exemples. La révolution conservatrice est un vivier presque inépuisable de modèles, à commencer peut-être par le plus grand d'entre eux, notre grand ancien, Ernst Jünger, et donc y chercher aussi un style de travail, un style anti-réactionnaire, vous l'avez dit Thierry. C'est très important de quitter ce style réactionnaire qui malheureusement affecte encore trop des organisations patriotiques en France et ailleurs dans le monde, et aussi, on peut aussi chercher des exemples à l'étranger, de ne pas commettre cette erreur, justement cette demi-ignorance de nos devanciers français, et regarder ce qui se passe en Hongrie. Là, à mon avis, sur le plan politique, il est en train de se produire une véritable révolution conservatrice. Donc regardez du côté de la Hongrie, parce que, chers amis, le soleil, bien sûr, se lève à l'est. Un mot de conclusion, et je rends l'antenne. Thierry ? Comment conclure? Peut-être par un conseil de lecture, quelque chose de simple. Une bonne entrée en matière, si on veut découvrir la révolution conservatrice et qu'on n'a pas forcément l'occasion de trouver le bouquin de Müller traduit en français, on peut regarder du côté des publications militantes l'ouvrage du Belge Robert Steukers qui s'appelle tout simplement La Révolution conservatrice allemande, qui est un recueil de biographies intellectuelles d'auteurs de la Révolution conservatrice. On peut également jeter un coup d'œil au livre d'Alain de Benoît, 4 figures de la Révolution conservatrice allemande, et si on s'intéresse à des publications universitaires, on regardera les actes d'un colloque qu'avait organisé Feu Louis Dupeux, qui ont été réunis sous le titre La Révolution conservatrice dans l'Allemagne de Weimar, publié aux éditions Chimay en 1992. Et sinon, il y a l'ouvrage intéressant de Stefan Breuer, qui est un chercheur allemand et qui lui remet en cause le terme de révolution conservatrice. Ça a été traduit en français aux éditions de la Maison des sciences de l'homme. Et sinon, il y a tous les ouvrages de Gilbert Merliot, notamment donc son recueil qu'il a dirigé Ni droite ni gauche, les chassés-croisés idéologiques dans l'entre-deux-guerres, où il est question effectivement de certaines figures de la révolution conservatrice, et
si on s'intéresse à de l'histoire un peu plus grand public, il y a toujours de Merliot un bouquin sur les résistances allemandes à Hitler. Où, on fera une émission uniquement sur ce sujet. Oh bah oui, ça c'est un très beau sujet d'émission. Alors moi je vous conseille de lire ça si vous l'avez pas encore lu, le bouquin de Merliot, où il consacre de nombreux passages à des groupes qu'on a pu évoquer ce soir, que ce soit l'Orchestre Rouge de Schulze-Boysen ou encore la figure d'Edgar Julius Jung, qui est pour Merliot le premier résistant Hitler, et qui finit donc, comme je l'ai dit, buté lors de la nuit des longs couteaux. Et il revient aussi sur donc toute l'influence conservatrice révolutionnaire qui a été celle des membres du cercle de Kreisau qu'on retrouve dans la conjuration du 20 juillet 1944. En littérature, on peut conseiller peut-être Hermanès et aussi Von Salomon. Von Salomon et puis Thomas Mann quand même, La Montagne Magique. Oui. On peut toujours le conseiller. Ça reste sa période bleue, sa période KR. Alors, Georges, un mot de conclusion? Tout simplement que la révolution conservatrice ne se termine pas en 1945, elle a continué après-guerre, avec par exemple la revue Kritikon, qui était éditée à Munich dans les années 1960, 1970, 1980, avec la revue Behemoth, qui a existé aussi jusqu'au début des années 2000, et même aujourd'hui, le quotidien Junge Freiheit peut être considéré comme le lointain héritier de la révolution conservatrice allemande, si bien que la révolution conservatrice allemande n'est pas morte, elle est toujours active sous des formes nouvelles, si bien que le conservatisme est toujours révolutionnaire. Sur ces belles paroles, je vous dis à la semaine prochaine. Zu Kaiser!